Nous sommes là, mesdames et messieurs, fidèles au poste. Chaque mercredi, nous sommes entre nous journalistes pour débattre de grandes questions d'actualité, pour vous permettre de mieux cerner les contours et les détours des informations. Alors aujourd'hui, nous allons parler de trois grands thèmes, mesdames et messieurs. Actualité oblige, nous allons parler de la démission de Malou Malou à la tête de la CENI. Nous allons parler du G7, donc de la sortie officielle du G7. Et nous allons terminer par l'Assemblée nationale. Vous le savez, il y a quelques turbulences dans cette institution. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour la première fois Peter Tiani, qui est DG du Vrai Journal. Bonjour Peter. Bonjour Madame Paulette et merci pour l'invitation dans Web Presse, une émission que j'apprécie beaucoup à sa juste valeur parce qu'il faut dire que vous faites un très grand travail à Congo Web. On a l'habitude de suivre Web Presse et par ricochet aussi Info 7, dont vous avez reçu d'ailleurs une personnalité importante dimanche dernier. Donc je suis très honoré de faire partie de ces journalistes pour décrypter l'actualité. Vous êtes déjà du Vrai Journal, parlez-nous un tout petit peu. Le Vrai Journal, c'est un magazine d'information qui vient pour pouvoir apporter sa petite pierre à la contribution à l'édifice du Congo, parce que vous savez que nous sommes dans un environnement où l'information n'est pas facile. Pour donner la vraie information, il faudrait faire preuve de beaucoup de courage. Même dans les réseaux sociaux, quand on donne des informations, on vous dit que les services sont derrière vous. Donc on a voulu créer ce petit journal pouvant permettre à la population de comprendre ce qui se passe. Lorsque nous suivons la télévision, on se rend compte que c'est du protocolaire, c'est le président de la République qui a reçu, c'est le Premier ministre qui a reçu. Ils ont pour travail de recevoir tous les jours et on nous a appris à l'école que l'information, c'est ce qui est anormal, c'est ce qui est inhabituel. Là, un chien qui mord une personne, c'est pas de l'information. Une personne qui mord un chien, ça c'est de l'information. C'est comme ça qu'on se dit qu'on devait apporter à la place publique de l'information, de la vraie information, pouvant permettre à la population de prendre de bonnes décisions pour l'avenir et pour l'émergence du Congo. Voilà, bon courage, parce que comme vous le savez, nous sommes submergés par les chaînes étrangères, qu'on le veuille ou pas, nous sommes colonisés parce que nous battons avec les moyens de bord pour vous donner la vraie information. En tout cas, vous, population, soutenez-nous et suivez, en tout cas, vos journalistes formés sur place. Nous sommes vos compétences formées en République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je reçois Jacques Kini, qui vient de l'extérieur. Ça fait toujours plaisir de recevoir un Congolais qui vit à l'extérieur, donc notre son de cloche, notre vision de l'information vue de l'extérieur. Bonjour Jacques Kini. Bonjour. Bonsoir, c'est long. C'est toujours un plaisir de venir ici et je me sens à la maison, donc voilà. Voilà. Et nous allons terminer par John Lungila de Congo Web Télévision. Il n'est plus à présenter. Table ronde, c'est lui. Ça nous renvoie en 1960. Mais on oublie souvent qu'en 1960, il y a eu deux tables rondes. Il y a eu la table ronde politique et la table ronde économique. Donc, je suggérerais aussi à mon confrère de mettre aussi beaucoup plus l'accent sur l'économie parce qu'on nous a dit que non, on met trop l'accent sur la politique et on oublie souvent que la vie en RDC a beaucoup d'autres secteurs. Donc, je suggérerais à mon collègue de mettre aussi l'accent sur l'économie, le social, la santé et tout ça. Et bien, c'est table ronde. Merci beaucoup, madame. Parce qu'on a raté, compte. On a raté le coach en 1960 parce qu'on s'était focalisé sur la politique et les Belges nous ont bien roulé sur la table ronde économique. Ça, c'est une révélation de mon père, Yvon Kim. En tout cas, paix à ton âme là où tu es. Donc, Peter Tiani, démission de Malou Malou. Beaucoup de journaux parus à Kinshasa ont titré sur ça. La République nous dit carrément, 3 fois opéré sans succès du cancer de cerveau, l'abbé Malou Malou empoisonné. Ça, c'est une révélation. Mais par rapport à la CENI, ça c'est un autre fait. La référence nous dit que non, la CENI accuse le gouvernement, ça c'est par rapport aux chiffres. Le phare aussi met l'accent par rapport à ça, gouvernement, CENI, la guerre des chiffres. Voilà, donc il y a deux points de vue, deux tendances pour la CENI. D'abord par rapport à la démission de Malou Malou, c'est pour raison de santé, il n'y a pas à polémiquer dessus. Il n'y a pas à polémiquer, c'est pour raison de santé. Il est vrai que s'il faudrait qu'on fasse un petit rappel, l'abbé Apollinaire Malou Malou est arrivé à la tête de la CENI de manière un peu très controversée. Il était à la CEI où il a géré cette structure. Pour les premières élections en 2006. Les élections en 2006. Bon, c'était quand même les élections moins chaotiques que celles de Malou Malou qui ont été de Ngoï Mulunda, qui ont été les élections les plus scandaleuses de l'histoire. Bon, et puis après, l'abbé est parti. Il est revenu. Certains ont estimé qu'il a été imposé là. Vu son expérience, bon, il a essayé un peu de faire du forcing. Et puis après un bout de temps, c'est la santé qui a posé problème. Depuis environ 6 mois que l'abbé n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions. Il était revenu ici mi-avril, mais il a été
évacué d'urgence parce que bon, la tête, ça a toujours dérangé. Et aujourd'hui, il a démissionné. Vous l'avez dit au début, c'est un problème de santé, il n'y a pas à polémiquer. Mais c'est la procédure de la démission qui pose un tout petit peu problème. Quoi, la procédure n'a pas été respectée? Malou Malou démissionne, c'est un communiqué de la présidence. Jusqu'aujourd'hui, les confrères peuvent m'aider. J'ai essayé un peu de faire des investigations. J'ai demandé à mes confrères de Vrai Journal de faire des investigations. Je n'ai pas vu la lettre de démission de Malou Malou. Je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à maintenant, là, la lettre où Malou Malou a démissionné, je ne sais pas si à Congo Web vous l'avez, moi je ne l'ai pas encore donné. Moi je serais très ravi de diffuser cette information. Mais c'est la présidence qui a donné l'information par la chaîne nationale, qui a pris acte et puis a demandé à la société civile de donner quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas eu pression dans ce sens-là? Parce que selon certaines indiscrétions, il serait membre du MSR. Il serait très proche, à proximité avec le MSR, serait à la base de cette situation. D'autres disent qu'il a voulu et c'est un peu d'éviter le procès entre guillemets qu'il attendait au parquet. Tout ça, ce sont des questions. Bref, Malou Malou part, la procédure pose problème, mais aujourd'hui, il faut mettre le pied dans le plat qu'on trouve un autre Malou Malou. Okay. Parce qu'il y a un problème, les élections c'est en 2016. Il est évident que tout ce temps, ça va tirer les choses en longueur. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de glisser. Quand on glisse, on risque de se fracturer. Est-ce qu'on ne peut pas rapidement nous trouver un autre Malou Malou? Il y a beaucoup de compétences au Congo. Il ne faudrait pas qu'on fasse les choses à la manière de l'Assemblée nationale où, lorsque les gens démissionnaient au Sénat, Kengo organisait les choses de manière prompte. Mais à l'Assemblée nationale, pour qu'on organise le bureau, ça tire les choses en longueur. Parce qu'il faudrait savoir qu'il faudrait d'abord qu'on termine à l'Assemblée nationale. Après avoir fini le bureau à l'Assemblée nationale, on s'occupera du cas Malou Malou, du remplacement. Donc ça va prendre du temps. Il ne faudrait pas que le glissement soit là. Il faudrait vraiment qu'on aide le Congo à avancer rapidement. Jacques Kini Malou Malou parti. C'est un problème pour la CENI, pour le bon fonctionnement de la CENI aujourd'hui. Qui peut remplacer aujourd'hui Malou Malou César? Quelqu'un de la société civile, un autre... Bon, il y a des gens qui disent déjà, on a eu un protestant, un catholique. Ben, cette fois-ci, il faut un musulman. Il faut un imam ou je ne sais pas moi quoi à la tête de la CENI pour l'égalité et l'équité. Bon, je pense que la question de la démission de Malou Malou, c'est déjà un problème. Ça soulève beaucoup de problèmes parce que déjà, en soi, il faut trouver la personne et la bonne. Mais ça ne manque pas au Congo. Oui, nous savons que le choix de Malou Malou, c'était au départ un choix bien calculé. Plusieurs personnes ont dénoncé ce choix parce que voilà, Malou Malou était à la CEI, comme il vient de le dire. Le travail que Malou Malou a produit à la CEI, est-ce qu'il était un travail assez satisfaisant pour qu'on le remette encore? Pourquoi n'a-t-on pas trouvé alors en ce moment-là quelqu'un d'autre qu'on pouvait mettre à la place? Parce que bon, le fait d'avoir remplacé la CEI par la CENI a fait que Malou Malou saute au profit de Ngoï Mulunda, le pasteur. Maintenant, on est retourné à Malou Malou. Maintenant, la question épineuse va être maintenant de trouver une troisième personne en dehors de ces deux-là, parce qu'on a tout le temps tourné autour des deux. Et c'est là qu'on va voir dans quelle mesure, mais je pense que déjà la question de la CENI pose un sérieux problème avec les élections retardées pour ceci, cela. Donc, il faudrait bien remplacer une personne au plus vite possible pour essayer de combler ce vide-là. Et je la pense nature a horreur du le vide. bon sens devrait l'emporter dans ce dossier-là. Pour vous, John Ngila, cette démission de Malou Malou, c'est une démission de plus. Maintenant, c'est dans l'ambiance politique actuellement, les démissions, ça se succède. Donc, c'est un non-événement, en fait. Ce qui est sûr, la démission de Malou Malou n'est pas une démission à la G7. Ça, c'est ce qui est sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il a démissionné, il a donné des raisons. C'est pour des raisons de santé. Contrairement aux autres qui ont peut-être préféré quitter du fait qu'ils avaient des revendications, des reproches à faire vis-à-vis de leur autorité morale. Mais ici, moi, je vois la victime. La victime, c'est qui? C'est peut-être pas, excusez-moi, Malou Malou, sa famille ou le pays. C'est beaucoup plus le processus électoral. Aujourd'hui, la CENI est coupée de son président. Il faut reconnaître que Malou Malou, son expertise était sollicitée de par le monde en matière électorale. On ne va pas dire le contraire. C'est ce qui fait peut-être qu'on l'a voulu qu'il puisse revenir pour satisfaire nos amis occidentaux qui reprochaient à la CENI sous la houlette de Mulunda qu'il n'y avait pas de compétences, il y avait beaucoup de problèmes liés à la maîtrise de la donne électorale. Ce qui fait que, vu que Malou Malou
c'était déjà facile, dont l'expertise était certifiée par nos amis occidentaux. Il a fallu juste remettre la personne à la tête de la CENI pour calmer les ardeurs. Mais Malou Malou est revenu à la CENI, on l'a créé beaucoup de problèmes, il faut le reconnaître. On l'a exigé un calendrier global et consort, il nous a produit un calendrier global. Mais dans la suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce que ce qui devait apporter, mettre le paquet, ce qui devait soutenir, est-ce qu'ils l'ont fait, ils ne l'ont pas fait? Malou Malou a produit la cartographie électorale. Chose que les autres n'ont jamais fait. C'est le grand héritage que Malou Malou a laissé au pays, la cartographie électorale. Aujourd'hui, on peut dire qu'il avait sa position. On peut évoquer beaucoup de raisons autour de sa maladie. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de savoir, d'avoir sa lettre pour comprendre ce qu'il y a eu. Pas du tout. La dernière sortie médiatique, on l'a vu lui-même, il a dit que j'ai été opéré. Il s'est pas gêné pour dire aux amis de la presse que voilà ce que j'ai eu, voilà, on a intervenu, voilà, et qu'on sort. Et on a vu Malou Malou affaibli, il n'avait plus ses capacités intellectuelles. Et donc, de quoi normal que quand il décide aujourd'hui de déposer sa lettre de démission, c'est courageux, contrairement peut-être au feu Koyagalo, qu'on a gardé encore au gouvernorat jusqu'à sa mort. Mais lui, il a pris le courage de quitter à sa façon. Moi, je salue le courage. J'ai pris le bon Dieu qui puisse retrouver ses capacités. Peut-être que ça ne sera pas à 100%, mais maintenant, on doit voir l'essentiel, c'est le processus électoral. Malou Malou est malade, mais le pays doit continuer. On doit penser utile. Peter Tiani, voilà, le processus électoral doit continuer. Mais le FAR nous dit, gouvernement, c'est ni la guerre des chiffres. Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre de l'économie, Bahati, qui a dit, d'ailleurs dans une émission qui est passée à la RTNC et ailleurs, que chaque année, selon lui, le gouvernement décaissait au moins 20 millions de dollars à la CENI. Mais la CENI dit non, il n'a pas reçu autant de la part du gouvernement. Donc, il se renvoie la balle. C'est un petit jeu de ping-pong. Donc, pour vous, ce processus électoral est un peu figé, bloqué aujourd'hui. Comment faire pour débloquer un peu cette situation? Merci beaucoup, madame. Un petit rebondissement à ce qu'a dit mon estimé John. On a demandé à Malou Malou le calendrier, il a publié. Non, John, quand un papa paie le minerval pour son enfant, c'est de son droit, c'est de son devoir. Donner vie, un homme, c'est pas seulement donner vie, non. Donner vie, c'est être responsable du besoin essentiel de l'enfant. À tout homme, quand Dieu te fait grâce, tu peux faire un enfant. Hein. Mais si tu es capable de prendre soin de cet enfant-là, tu es un homme. Malou Malou devait donner un calendrier. Il était à la CENI pour faire un calendrier. C'est comme ici, on voit, quand on vous donne de l'eau, on fait une route, on vous dit, voilà, 5 chantiers. Non, c'est du devoir d'un gouvernement de pouvoir faire des routes, de pouvoir donner de l'eau, de pouvoir donner de l'électricité. Et si nous parlons élection aujourd'hui, c'est parce que nous estimons que les Congolais ont besoin d'un changement. À travers ces changements, le Congolais veut voir des dirigeants qui viendront leur donner de l'eau, leur donner de l'électricité. Quand il est journaliste, il ne vivra pas du coupage. Il peut travailler du 1er au 30, il a un salaire. Quand il sort dans la rue, il va avoir son transport calmement. Quand il rentre à la maison, il y a le courant. L'enfant peut aller à l'école demain. Nous vivons dans un environnement où nous avons des richissimes et des gens qui sont pauvres à un niveau exécrable. Il y a le rapport du FMI du juillet, le 28 juillet si je ne me trompe, qui a récemment classé l'RDC parmi le pays le plus pauvre de la planète. Et les gens veulent les élections, pas pour les individus, mais pour qu'il y ait un changement. Les gens croient à un Congo nouveau et estiment que ceux qui sont là ont fait piètre figure. Par rapport à la CENI, j'en reviens. Justement, nous en parlons, madame. On voit le ministre Bahati, je vais même citer l'émission Question d'actualité sur les RTNC, que moi je suivis, dire que 20 millions de dollars à la CENI. Et directement, il y a une lettre après. La CENI demande une clarification. Mais on est en train de se moquer de qui, mon frère? On se moque de qui? Nous sommes tous dans un environnement où nous avons été à l'école ou pas, où le ministre nous dit qu'on a donné l'argent à la CENI pour se disculper, et la CENI dit on n'a pas reçu d'argent. Mais selon les investigations que nous avons faites, nous avons même fait un dossier dans le Vrai Journal, mais il y a tout un rapport de décaissement. Mais cet argent-là n'est pas vrai. La CENI souffre d'un problème de moyens, parce qu'il y a des dépassements terrible pour la primature, pour la présidence. Mais pour la CENI, c'est des 8% d'exécution, c'est des 9% d'exécution. Des choses qui prouvent à suffisance qu'on n'a pas la volonté d'organiser des élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faille faire? Vous allez remarquer que même pour le remplacement de l'abbé Malou Malou, les choses vont être tirées en longueur.
Ça fait déjà combien de jours? Depuis samedi ou dimanche dernier. Aujourd'hui, c'est déjà 4-5 jours. Ça va nous prendre 2-3 mois. Moi, je ne serais pas surpris de voir le remplacement de l'abbé Maluma le mois de février. On va nous emmener, je ne sais pas, Marini, Bodo ou qui, au mois de février, mars. Comme ça, on commence à organiser les choses. Ça va jusqu'au mois de juin. Et puis, c'est le contournement maintenant. Il faut contourner. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit. Quelqu'un l'a dit carrément. Oui, oui, Jacques, vous allez répondre. Il y a un politique qui a écrit quelque chose de très important. Entre la révision de la Constitution ou l'inanition de la nation. C'est-à-dire, lorsque la Constitution n'est pas révisée, ça ne marche pas, c'est la nation qui se meurt. C'est ce que nous sommes en train d'assister. De vivre. Parce que, madame, la mort de la nation, ça c'est trop fort. Il y a des provinces aujourd'hui qui n'ont pas de leaders, qui n'ont pas de dirigeants. Il y a des gens aujourd'hui qui doivent être nommés jusqu'aujourd'hui, pas nommés. Vous vous rendez compte qu'il y a des endroits où il n'y a pas de dirigeants. Vous vous rendez compte qu'un gouvernement, gouverner c'est prévoir. On crée un démembrement, mais on n'a pas d'argent. Le Premier ministre se permet de dire à la Cour constitutionnelle, nous n'avons pas 2 millions pour organiser des élections de gouverneurs. Mais avant, on a prévu de démembrer. Donc, on accepte de faire quelque chose, mais on ne prévoit pas l'argent pour faire cette chose-là. Nous sommes où? Le ministre passe à la télévision, dit, nous avons donné 20 millions. La structure habilitée dit, on n'a rien reçu. Il n'y a pas de démission. Personne n'est responsable. C'est pour ça que les gens font les élections. Pour qu'ils puissent avoir devant eux les gens qui disent la vérité. Vous avez 25 millions de dollars pour acheter un avion, un bilocos, 8 années passées. Vous interdisez des voitures de 10 ans. Vous nous achetez des histoires de 8 ans passés à 25 millions de dollars, mais vous n'avez pas 2 millions pour organiser les élections de gouverneurs. Pas d'argent pour les élections présidentielles et législatives. N'importe quoi, madame. Jacquini, donc nous sommes en train de jouer à un jeu de ping-pong, je le répète, mais la CENI va se plaindre où? Quel est le rôle de chaque institution par rapport à la CENI? La CENI est une institution indépendante. Quel est le rôle du gouvernement? Quelle est la responsabilité de l'Assemblée nationale par rapport à cet échec cuisant de la CENI aujourd'hui? Justement, déjà, il faut qu'on comprenne une chose. On parle des 20 millions que le gouvernement a donné à la CENI. Mais qu'est-ce qui est prévu normalement? Selon la ligne budgétaire, c'est 250 millions. C'est 250 millions qui sont prévus chaque année dans le budget. Bon, maintenant, dans le 250 millions qui sont prévus pour la CENI, on lui a donné que, on dit lui avoir donné 20 millions. Où sont passés donc les 230 millions qui sont alloués à la CENI? Maintenant, quand nous achetons par exemple un avion à 25 millions, cet argent, il est venu du budget qui a été voté l'année dernière? Non. Ça veut dire que le gouvernement, il y a de l'argent qui circule, extra-budget qui circule dans le pays. Donc voilà. Maintenant, nous n'avons pas d'argent pour organiser une élection de 2 millions. Mais comment nous allons trouver de l'argent pour organiser des élections qui vont nous coûter 1 milliard 200? On ne le fera donc jamais. Donc maintenant, on est dans un blocus. Un blocus peut-être entretenu par le gouvernement, ou alors on peut parler carrément d'incompétence. On n'a pas su, parce que comme il le dit, comme le dit mon confrère, gouverner c'est prévoir. Donc quand on prévoit une chose avant de le faire, même dans la Bible il est écrit, quand quelqu'un veut bâtir une maison, il va s'asseoir d'abord, voir les fondations, qu'est-ce qu'il va faire, combien ça va lui coûter. Et donc là, c'est là le problème. Maintenant, comment sortir de cette impasse-là? C'est là la question. Qui doit apporter des solutions? Est-ce le Parlement? Est-ce le gouvernement? Qui doit apporter? Qui la CENI va aller s'exprimer pour dire, voilà, maintenant le gouvernement nous a dit nous avoir à la Cour constitutionnelle? Je ne sais pas. Quel est le mécanisme qui est prévu dans ce genre de situation-là? Oui, John. Quel est le mécanisme? Il faudrait connaître d'abord la CENI va se plaindre où pour pouvoir avoir de l'argent et enfin nous organiser des élections dans un climat apaisé? D'abord, je refuse d'entrer dans ces débats sur le contournement, le glissement et consorts. Il faut reconnaître que la CENI est en difficulté depuis que l'abbé président est malade. C'est lui qui assure l'intérim, c'est le vice-président, vous savez qu'il est du PPRD. Et je ne vois pas, même s'il faut se plaindre, auprès du gouvernement le faire, du chef de l'État ou auprès de l'Assemblée nationale. Tu as le vrai journal, tu es dans l'investigation, il faut aller visiter la CENI. Il faut aller parler avec ces gens, ils vous diront que jusqu'aujourd'hui, les gouvernements, je parle du gouvernement, je prends Matata Ponyo, n'a jamais signé le plan de décaissement des fonds. C'est ce qui allait permettre à la CENI de financer les opérations électorales pour qu'il y ait les élections au niveau qu'on a raté ici, les rendez-vous manqués. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a même pas un seul bulletin de vote. Elle n'a même pas encore installé le bureau des votes à travers la République. Mais la CENI, elle ne va pas se plaindre, ça c'est vrai.
Mais la CENI peut s'adresser à l'opinion de la nation à travers qui? À travers nous, si peut-être les politiques ne les font pas. Il faut reconnaître que vous tapez la poitrine de chercher à être des journalistes d'investigation. Mais pourquoi ne pas être journaliste électoral, par exemple, pour essayer de dénoncer tout ce qui se passe à la CENI? Parce qu'aujourd'hui, c'est une institution, elle est tenue à une discipline. Elle ne peut pas sortir de ces disciplines. C'est peut-être l'abbé ou le président qui pouvait avoir le courage de le dire tout haut, mais il n'était pas là malheureusement. Et aujourd'hui, il a le courage de quitter la présidence de la CENI. Mais qui doit le faire? Et aujourd'hui, nous voulons peut-être nous adresser ou nous attaquer à la CENI. On ne s'attaque pas à la CENI, on se pose la question, que doit faire la CENI aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Lui, il dit que, vous le dites si bien, qu'elle n'a pas reçu l'argent. Le gouvernement a dit non, on décaisse. Où est la vérité dans tout ça? La CENI a réagi tout de suite, la CENI a réagi. Mais qu'est-ce que ça a produit après? La CENI a réagi. Je vous donne un exemple. Le Parlement, l'Assemblée nationale devait doter la CENI de la loi électorale. C'est arrivé en retard. Les gouvernements qui ne financent pas, qui ne donnent pas à la CENI les moyens, quand Bahati parle de 20 millions, c'est juste pour la rémunération des agents, c'est juste pour le fonctionnement. N'oubliez pas que la CENI est locataire. Il est locataire. Donc, elle est tenue à payer chaque mois les loyers. Et donc, avec 20 millions, avez-vous vu, est-ce que le gouvernement peut nous dire aujourd'hui, avec 20 millions, la CENI est capable de réaliser quelle opération électorale? Même pas la formation des agents électoraux, même pas. Mais alors, quand Bahati se tape la partie pour dire tout haut, voilà, nous donnons à la CENI le moyen. Les moyens, c'est sous quel libellé? C'est sous quelle rubrique? Mais pas les opérations électorales. Et c'est à nous, je crois que c'est à nous d'avoir le courage de les dénoncer, tel que nous le faisons ici, sans toutefois porter beaucoup de charges sur la CENI. Et moi, je le dis, si je faisais partie de la famille de Malo Malo, je porterais une plainte contre la République, contre la classe politique, parce que nous avons participé à la détérioration, à la dégradation de son état de santé. Nous l'avons demandé une chose, à la fois et son contraire. Vous nous demandez la CENI va se pencher, mais auprès de partenaires. Qui sont ces partenaires? C'est le gouvernement et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, le bailleur de fonds, la MONUSCO et consorts. Et même la classe politique. La MONUSCO n'est pas bailleur de fonds Non, ce sont des partenaires. Ce sont des partenaires. Quand ils viennent avec, des revendications à tout moment, on reconnaît, il ne faut pas le mettre en écart. On ne va pas dire que ce n'est pas une obligation, mais ce sont des partenaires. D'ailleurs, ce sont des revendications de partenaires extérieurs qui font beaucoup plus mal que les revendications de partenaires nationaux. Okay. Et donc, on est tous responsables de ce qui arrive à Malmal aujourd'hui. Et le pays doit en payer. Vous partagez ce point de vue. Malmal a souffert de... On est tous responsables de la mauvaise état de santé de Malmalou. John est en train de gesticuler pour aider la CENI. John, la CENI a publié un calendrier. Dans ces calendriers-là, nous sommes en plein campagne pour les députés provinciaux. Normalement, vous avez vu une campagne? L'argent qu'on a payé, tous les candidats y ont payé l'argent. C'était combien la caution normalement? On doit rappeler 500 $. 500 $. C'est parti où? Multiplié par combien de candidats? J'en ai eu plusieurs. C'est parti où cet argent? Normalement, on aurait dû démissionner depuis longtemps. Nous sommes dans un pays où les gens n'ont pas la culture de la démission. Mais ça arrive maintenant. Maintenant, on a cette culture-là. Les gens démissionnent. Ils n'ont pas d'argent. Le Kalumba... Kalumba, bon, qu'il soit calme au gouvernement, je vais parler de lui après. C'est le rapporteur, celui de l'UDPS qui a complètement changé. Le nom m'a échappé. Bref, s'ils n'ont pas de moyens de leur politique, ne peuvent-ils pas démissionner? Parce qu'aujourd'hui, moi j'estime qu'avec la démission de Malo Malo, on peut maintenant restructurer la CENI très rapidement. Restructurer les choses. Quand même, cesser de jeter de l'opprobre à cette structure. Comme Malo Malo adresse sa lettre à la présidence. Vous dites que le partenaire, c'est l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement. Pourquoi adresser la lettre à la présidence? Pourquoi pas l'Assemblée nationale, mon frère? C'est ça des questions qu'on doit se poser. Qui sont responsables? Le gouvernement et la CENI. Les deux sont responsables. Ajoutez au troisième, l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle les gens veulent les élections, mon cher. Les gens veulent les élections, pourquoi? Parce que ceux qui sont devant nous, là, nous démontrent à suffisance que notre situation, ils en ont rien à faire. C'est ça le problème. Aujourd'hui, si tu veux chercher les responsabilités, Bahati a dit quelque chose. S'il n'y a pas de réaction, Bahati vient de dire quelque chose. S'il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de démission. Alors ça c'est un problème. Parce que Bahati dit qu'il y a l'argent. Ceux-là disent que l'argent, il n'y a pas d'argent. Bon maintenant, c'est quoi l'argent de ping-pong? Nous on assiste à un ministre de l'économie en plus, qui dit que nous on donne l'argent. La CENI dit on ne reçoit pas l'argent. Qui se trompe de qui? Vous savez, nous sommes dans un pays où le chef de l'État, président de la République, a dit
que les magistrats devaient percevoir 1400, 1500. 1600, 1700 dollars à l'époque. Aujourd'hui, là, j'étais avec un d'ailleurs hier, c'est avant-hier. Ils sont dans les 700, 800. Plus d'une année après. Mais nous sommes où? Nous sommes où? Et tu vas voir des gens qui sont en train d'inaugurer des choses, des immeubles intelligents, des révolutions de la modernité. Nous, journalistes... Dernièrement, c'était l'effigie de Luambo, la statue de Luambo, qui a coûté approximativement, selon les chiffres, 200 000 dollars. À Matongé, à la place Victor. Moi, je suis pas contre la culture, madame, hein, mais je pense vraiment que c'était la priorité. Tout est priorité en RDC. Quand on manque des dirigeants aujourd'hui au Katanga, je ne sais pas moi, à Kouilou, où il n'y a pas de dirigeants. Même pour nommer, il n'y a pas de dirigeants. Donc quelqu'un peut se mettre là, commencer à percevoir les taxes de l'État. Mais on est où? John, il ne faudrait pas défendre l'indéfendable. Nous sommes dans une situation catastrophique. Il faut aujourd'hui se réveiller, sinon c'est dommage. Bon, maintenant les responsabilités, on se demande, chacun se jette la pierre. Maintenant, selon vous, vous êtes une élite de mon pays. Réfléchissez un peu, comment sortir de cette impasse? Qu'est-ce qu'on doit faire? Demander de l'argent aux bailleurs extérieurs? Que doit-on faire? Ou passer outre les élections? Puisqu'on se rend compte, Jacquini, que les élections en Afrique, c'est problématique. Vraiment, là où on est, on ne peut pas trouver notre solution. Passer outre les élections en Afrique. Je crois que la RDC... Kagame l'a dit, hein, l'alternance, on nous demande peut-être des choses qui ne sont pas adaptées à notre culture. Peut-être les élections ne sont pas adaptées à notre culture. Qu'est-ce que vous voulez? Passons outre les élections parce qu'on n'arrive pas à le faire. La RDC, à la base, a des bailleurs de fonds, des partenaires, comme nous les appelons. Mais bon, vous avez vu le ministre de l'Information, comment est-ce qu'il a, le porte-parole du gouvernement, comment est-ce qu'il a tiré sur nos propres partenaires et bailleurs de fonds, parce que, voilà. Je pense que les bailleurs de fonds ont proposé un schéma. Parce que quand le calendrier global de la CENI a été produit, il y a eu un problème. Comment tenir cela avec le budget qui a été demandé? Les bailleurs de fonds ont dit, oui, dans un premier temps, privilégier tel type d'élection et nous sommes prêts à les financer. Maintenant, la question, c'est de savoir, le budget de la CENI est de 1,2 milliard pour toutes les élections. Mais comme je le dis, ce budget ne va pas être décaissé au même moment. On a les élections provinciales et on a les élections qui vont se faire par échelon. Alors, j'aimerais voir déjà quel est le budget dans cette bagatelle de 1 milliard? Quel est le budget qu'il faut pour les élections provinciales, par exemple? Alors, quand on va déterminer cela, chaque élection avec son budget, on va maintenant demander à la CENI, tu as déjà combien? Parce que l'argent que la CENI dispose peut déjà servir à faire la première élection. Pourquoi cette élection provinciale doit souffrir du 1 milliard s'il y a déjà au moins quelque chose pour le faire? On pouvait commencer par là, parce que si dans le 1 milliard, on savait, par exemple, que le budget pour l'élection présidentielle et les élections législatives sont de tels, et que nous avons déjà des partenaires qui ont pris cela en compte, ça veut dire qu'on va déjà réduire dans le 1 milliard le montant qu'il faut pour la présidentielle et les législatives. Et donc, on reste avec un certain montant qu'on peut commencer à chercher à trouver petit à petit, parce que ça va être décaissé de manière échelonnée. C'est déjà un plan que nous pouvons suivre. Mais il faut qu'il y ait de la volonté pour arriver à faire cela. On sent qu'il n'y a pas cette volonté-là d'aller vers les élections. On sent qu'on veut tout faire pour bloquer justement ce processus-là. Pour qu'il... Évidemment, comme il a dit, Malou Malou n'est pas là. Est-ce que quand Malou Malou est-ce que la CENI est personnelle? La CENI est une institution qui doit être impersonnelle. Donc ça veut dire que même à l'absence de Malou Malou, la CENI devait fonctionner. Mais on voit ce manque de volonté. Et moi, je veux dire une chose. Je veux dire une chose parce que moi, ce qui me froisse, moi, c'est que nous avons tout politisé dans notre pays. Tout doit sortir d'un accord entre les politiques et tout doit être composé par les politiques. C'est pour cela justement, si le vice-président du PPRD, de la CENI et du PPRD, et que le PPRD n'a pas forcément envie d'aller aux élections, vous pensez que cet homme-là va nous faire... Vous qui êtes à l'extérieur, c'est vrai, comparaison n'est pas raison. Comment ça se passe en France pour les élections? Qui s'occupe des élections en France, techniquement? Bon, déjà, moi j'habite en Belgique. Belgique, merci. Et en Belgique, on n'a pas de CENI.
le ministère de l'Intérieur organise les élections. Que ce soit de n'importe quel parti. Qui est majoritaire en fait en Belgique? C'est quel parti? C'est le MR, non, MR, non, je crois. Non, actuellement, la donne a changé. La donne a changé. Les Belges sont plus compliqués encore. La Belgique a eu une démocratie un peu bizarre. Et Bon. un fédéralisme à la Belge. atypique. Parce que il y a la région flamande d'un côté, il y a la région wallonne et la de région l'autre. bruxelloise. La région wallonne s'organise à sa manière, la région flamande s'organise. Il y a des partis flamands, il y a des partis wallons. Les élections se font en Flandre, les élections se font en Wallonie. Maintenant, quand on a promis des choses là-bas et on a promis des choses là-bas, on doit maintenant se mettre ensemble pour faire un gouvernement fédéral. C'est pour ça que ça crée le problème. Mais les élections, en soi, se passent de manière la plus propre possible. Et c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. C'est vrai qu'il y a une commission dans le ministère de l'Intérieur qui est chargée de... Mais on n'a pas un président qui doit passer à la télé pour proclamer qui est vainqueur, qui ne l'est pas. Donc ça se passe de cette manière-là. On vous dit à 20h30, les résultats vont être publiés. Affiché. À 20h30, c'est la télévision qui nous montre les résultats sans qu'on voit un monsieur qui vient dire voilà. Et donc, le ministère de l'Intérieur organise cela. Je pense que si nous arrivons... Est-ce que nous arriverons un jour à ce que John Lungila, notre ministère de l'Intérieur, organise les élections? On aura assez confiance à ce ministère de l'Intérieur pour organiser nos élections et faire tomber un peu cette machine qui est lourde comme la CENI. C'est l'idéal. Le problème, c'est que la classe politique n'est pas encore prête à accepter cette réalité. Pourquoi? On ne sera jamais prête. Parce que si aujourd'hui on doit confier, par exemple, les élections au ministère de l'Intérieur, l'opposition dira qu'on n'a pas confiance à Bouchab. On va nous rappeler ses publications, comme l'a fait tout à l'heure ici Peter Antiani et consorts. Et donc, on ne peut pas faire confiance à la majorité pour organiser ces élections. Alors qu'à la CENI, quand on a placé Malou Malou et les autres, il y avait toujours crise de confiance. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, avec nos difficultés, confier carrément cela au ministère de l'Intérieur? C'est là où se pose le problème. J'ai vu mon ami... les difficultés avec lesquelles il a pu pour expliquer la démocratie à la Belgique. Mais si nous, on veut faire la démocratie aussi à notre manière, ça dérange tout le monde. Vous-même, vous l'avez remarqué tout à l'heure. Je demande à Peter d'observer un minimum de respect pour l'abbé Apollinaire Malou Malou, parce que jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore, je ne dis pas qu'il y a des incompétents, je ne le dis pas, mais une personnalité, un citoyen qui a une telle maîtrise en matière électorale. En tout cas, nous n'en avons pas encore jusqu'aujourd'hui. Et malheureusement, nous l'avons entouré des politiques. C'est là où je rejoins mon ami. Nous l'avons entouré des politiques, des gens qui vont à la scène pour faire la politique du PPRD, la politique de l'UNC, la politique de ce point moi qui, alors que c'était une structure, en principe, qu'on devait confier à des experts. Et non à des technocrates, à des techniciens, voilà, des par exemple. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment d'y penser. De restructurer, comme l'a dit Peter. Pas pour faire revenir tes amis, non. Mais pour faire revenir, confier la CENI à des experts. Pas des politiques qui n'ont rien à voir avec la politique, avec le PPRD, avec l'UNC. Mais ce sont des gens, ils sont là, les gens Bosso, ils sont là, ils sont nombreux, ces Congolais qui ne s'occupent que des élections. On peut le confier. Voilà, nous allons prendre un deuxième point. Nous allons parler de la sortie du G7. On a vu à la salle à Sainte-Anne, dans la commune de la Gombe, le phare nous dit le G7 est plus que jamais en ordre de bataille. Aujourd'hui, ils l'ont dit carrément, ils ont basculé dans l'opposition. Donc, nous allons entrer de plein pied aussi dans le troisième thème. Nous allons mélanger pour gagner de temps. Aujourd'hui, comment va se restructurer l'Assemblée nationale aujourd'hui avec le basculement du G7 dans l'opposition? D'accord, nous sommes dans la communication, un petit pic et je vais rapidement enlever de John Lungila, mon cher ami. Je regarde ton visage, je vois que tu ne crois pas ce que tu viens de dire. Malou Malou indépendant, tu es un journaliste chevronné. Je sais que toi et moi savons que Malou Malou a été la tête pensante du régime en place. Il a même participé à Kampala. Tout le monde a sollicité son expertise. Attendez, s'il vous plaît. Je vous en prie. La capacité de l'écoute nous permet de mieux saisir l'interlocuteur. Laissez-moi étoffer mon argumentation. Il a participé à Kampala avec le M23. Vous n'êtes pas au courant, vous? Il a organisé les élections ici en 2006. Ces élections ont emmené Jean-Pierre Bemba et Joseph Kabila à se tirer. Vous n'êtes pas au courant, vous? Ces élections-là ont été contestées. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba et le CPI. Vous n'êtes pas au courant, vous? Dites-moi qu'il est indépendant. Peu de personnes vous croyez. En tout cas, moi, pas, monsieur. Par rapport au G7, il faudrait aujourd'hui
à sa juste valeur, féliciter des gens qui ont accepté de pouvoir dire non à certaines anti-valeurs. Les G7, c'est des gens qui étaient avec Kabila. Et puis après, ils se sont décidés de dire non par rapport à la manière dont... Parce qu'au sein de la majorité, il y a des frondes. Hein. Il y a des gens qui... Ebeba. Kabila Totondio Nanouté. Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Changement de la Constitution. Ces gens-là, ils sont très calmes, pas embêtés. Quand les gens disent on doit respecter la Constitution, parce que le MSR, c'est pas aujourd'hui, hein, le très professionnel, le journal CNews avait publié un compte rendu de Kingakati. On a vu ce qu'avait dit le MSR sur la révision de la Constitution. Ils ont scruté leur base, ne faites pas ça. Il y a des gens comme ça. Mouting du MSR, il nous a écrit La République des inconscients. Je te conseille de lire. C'est formidable ce livre. Donc c'est pour dire quoi, Paulette, c'est pour dire qu'ils ont dit que la manière dont nous allons là, c'est pas bon. Il y a eu janvier ici. On a voulu imposer le référendum pour conditionner le référendum, le recensement pour les élections. Il y a eu janvier ici. Ils se sont dit que nous avons scruté notre base, ça ne peut pas marcher. Nous décidons de pouvoir pas partir avec vous ensemble. Aujourd'hui, ils sont traités de tous les mots. Il y a même des émissions où on tire à boulet rouge. Mais aujourd'hui, il faudrait saluer l'action. Comment ça va se passer à l'Assemblée nationale? Alors, justement, c'est là le problème, parce que là, c'est une reconfiguration de l'environnement politique. Non seulement à l'Assemblée nationale, mais parce que le G7 ne va pas seulement faire mal au pouvoir, hein, même à l'opposition, parce que, bon, ils viennent quand même prendre une place quand même sur la table assez intéressante, hein, où vous avez l'UDPS, le MLC, l'UNC. Il faut compter avec le G7, parce que c'est d'abord des gens qui ont des députés, c'est des gens qui ont des moyens, et c'est des gens qui ont la tête. Et ils ont travaillé avec Kabila, ils savent comment ça se passe. Donc aujourd'hui, il faudrait compter avec le G7. Ce qui fait que, au sein de l'Assemblée nationale, la sagesse voudrait que le président de l'Assemblée nationale ne crée pas un affront avec eux. Parce que, selon les estimations et les informations de notre possession, il y a environ aujourd'hui 225, si je ne me trompe pas, députés opposition. Parce que lors de leur matinée politique samedi dernier, le G7 se déclare maintenant à part entière de l'opposition. La majorité en a 245. Si ce sont des votes à bulletin secret et que les choses ne circulent pas, crois-moi, il y aura du mal à faire passer des choses là-bas. Souvenez-vous du gouvernorat de Bas-Congo. Aujourd'hui, Congo central, on a du mal, on va s'habituer. Ombadou n'était pas candidat de la majorité, il est passé. Pareil avec Bamanissa. Donc aujourd'hui, il semble même qu'on n'a pas organisé des élections au Katanga de gouverneur parce que les candidats indépendants de Katumbi étaient en train de lorgner à gauche, à droite. Ça, c'est la réelle politique, mon frère ami. Donc, si on ne veut pas compter avec le G7 aujourd'hui, même l'Assemblée nationale, on va beaucoup risquer. Il y a déjà, selon la prospérité, une pétition inopportune circule contre Minakou. Donc, il y a déjà les gens à l'Assemblée nationale. Et c'est même un député de la majorité qui est contre, qui disent que non, Minakou n'a pas bien géré. Il dit que ce n'est pas un leader pour eux. Donc, il y a une pétition, il doit tomber. Vous partagez cet avis? Pour vous, Minakou ne gère pas très bien cette Assemblée nationale. Pourquoi une pétition aujourd'hui contre lui? Je pense que Minakou, déjà, il est de la majorité, secrétaire général de la majorité, je pense. Oui. Oui. Il est secrétaire général de la majorité. Et il est en même temps président de l'Assemblée nationale. Il n'a pas démissionné de ce poste-là, de secrétaire général de la majorité? Que je sache, non. Si vous avez l'information, dites-moi. Non. Donc il garde encore un cumul de fonctions. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème avec Minakou, c'est que on lui reproche une certaine léthargie. C'est un homme intelligent, c'est un homme qui a les moyens, il a ses moyens, mais sa capacité à réagir face aux problèmes qui se posent. Vous voyez, déjà, la question de membres qu'il faut remplacer. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes parce que on lui repose cela. Maintenant, il faut savoir, il faut entrer dans le dossier pour voir. Il a demandé qu'on tienne compte de la reddition des comptes. Bon. C'est vrai que ça ne doit pas faire plaisir à un certain nombre de personnes, parce que dans cette affaire, on raconte que l'argent circulerait dans l'Assemblée nationale pour justement acheter des signatures pour le faire tomber. Bon, maintenant, reddition des comptes veut dire l'Assemblée nationale veut avoir
les yeux sur comment sont gérés le trésor public, l'argent de l'État. Bah, évidemment, à RDC, quand vous allez dans un dossier comme ça, vous vous attirez la foudre d'un certain nombre de personnes qui, évidemment, n'ont aucune raison de vouloir à ce que on mette la main dans leur... Que ça se sache. Et donc voilà, ça pose ce problème-là. Donc il y a Minaku en tant que personne lui-même qui doit se ressaisir en tant que président de l'Assemblée nationale, mais aussi en tant que futur probable dauphin. On attend, mais en même temps il y a ce dossier là où moi je trouve que voilà, il veut... Ça s'est dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale, John Ongila, Assemblée nationale dégager tout le bureau sauf Aubin Minaku. C'est ce qui exige de plus en plus les députés qui se recrutent aussi bien dans le rang de la majorité que de l'opposition. Donc pour vous, Minaku aujourd'hui est sur une chaise éjectable? Moi je n'ai pas de reproches à faire à Aubin Minaku. Je crois que si nous parlons d'élu aujourd'hui, c'est pas grâce à moi ni à vous, c'est grâce à la personne qui a porté son choix sur lui, et je crois qu'il est le mieux placé pour savoir s'il gère bien. Mais vous êtes journaliste, vous le voyez, vous avez les réactions des gens. Je peux faire une appréciation. Oui, faites une appréciation. Je peux faire, attention. Je vous en prie, faites une appréciation, parce que les gens disent que nous... appréciation par rapport à sa gestion. Mais je peux pas, je pas la décision sur Minaku doit partir ou pas. Parce que Minaku n'est pas Vital Kamerhe. Minaku n'est pas Évariste Bochab. Minaku n'est pas Olivier Kamitato pour qu'il fasse comme eux. Minaku et Aubin Minaku. On doit peut-être, nous devons nous habituer avec ses tempéraments et même avec ses incompétences aussi. Hein, il ne va pas gérer bien à 100%, on doit aussi être à même d'accepter là où, effectivement. Alors, il ne faudrait pas tomber dans l'erreur de nos amis, peut-être de nos amis, de vos amis de G7, qui ont fait l'opportunisme pour s'étirer un peu la popularité ou la sympathie des Congolais. Ils sont allés, non, il faut éclairer la population. Pour vous, ils sont allés dans l'opposition pour se blanchir. L'opposition devient une blanchisserie. Effectivement. Donc, ils ne veulent pas prendre le côté négatif. Moi, je ne veux pas faire de cadeau au G7. Pas du tout. Kamerhe a peiné pour qu'il soit accepté aujourd'hui au sein de l'opposition. Il a prouvé qu'il était opposant. Il a prouvé qu'il était en mesure de faire tomber, de faire bouger les lignes. Tu l'as accompagné à maintes reprises à Bukavu, à Goma et consorts. Même ici à Kinshasa, il a prouvé de quoi il était capable. Nous attendons aussi de G7 la même chose. On n'a pas besoin de voir une opposition de bourgeoisie où on est là en costume, dans des jeeps IP et consorts. Parce que vous leur reprochez ce sont des biens que vous avez volé ensemble. Ça, c'est donc, vous venez pour nous impressionner aujourd'hui. Vous avez qu'ils ont volé aujourd'hui. Ça, il faut demander au PGR. J'ai dit, il faut le dire. Quand nos amis nous rappellent ici le rapport du FMI qui nous aligne comme le premier pays le plus pauvre du monde et qu'il faudrait remettre sur la table de discussion la question de la bonne gouvernance, c'est une façon de dire que le pays est mal géré. Et nos amis, ils ont géré ensemble. Ce sont les amis, ils étaient dans le précaré. Ils voyaient le chef sans audience et ils ont eu le temps de s'acheter ce qu'ils ont eu aujourd'hui dans le luxe, alors qu'ils ne viennent pas impressionner l'opposition. L'opposition aujourd'hui, toi tu es ami des opposants aussi, parce que quand tu vas le couvrir, le journaliste est ami de tout le monde. Hein? À peine ils ont, je l'ai dit ouvertement, quand on est journaliste d'investigation, on dit la vérité, même si ça choque. C'est ça, on dit la vérité. Moi, je dis la vérité parce que je suis dans l'investigation, comme toi, Peter Ntiani. Quand nous allons couvrir les activités de nos amis de l'opposition, vous voyez les difficultés avec lesquelles ils ont même pour ne serait-ce que faire ce que nous appelons communément coupage. Le mot de la fin, soyons mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas distribuer de cartes au G7. Ils doivent prouver qu'ils sont dans l'opposition, ils doivent mériter la confiance du peuple. C'est facile de profiter peut-être de failles d'une personne ou de la famille politique et pour se dire non, on est capable, il faut compter avec nous. Non, il faut compter avec eux maintenant. Oui, Peter. Vous avez totalement raison, mon frère, mais seulement lorsque vous avez une femme, c'est pas en une journée que vous demandez de vous prouver sa fidélité, il faut du temps. Le G7 est à peine, c'est samedi dernier qu'ils ont dit qu'ils sont de l'opposition. Aujourd'hui, ça fait 4 jours. Comment voudrez-vous qu'ils puissent nous prouver quelque chose? Seul le temps servant de pansement nous permettra à voir réellement s'ils sont opposants, vrai ou pas. Moi, j'ai salué l'acte. Ils ont accepté de laisser des postes ministériels. L'autre était vice-président. Mais c'est ça la question. Tiani, mais qui est derrière le G7? C'est ça. Comment un Congolais aujourd'hui peut laisser accepter d'abandonner les postes, les luxes, les honneurs? Qui est derrière le G7? Il y a des gens qui disent aujourd'hui Kabila Totondi Onanoute.
qui nous ont bombardé des taxes, d'ailleurs, ici, qui veulent s'enrichir avec l'argent des chaînes de télévision, ou quand ils étaient au PTNT, ils nous ont bombardé des taxes à la télévision. Vous savez, ils nous ont dit que Kabila Totondi on a noté, ils existent, ils ont mené Mobutu jusqu'à la tombe. Et Mobutu au Maroc était avec 6 personnes. Ils n'étaient pas là, ils ont traversé. Hein. S'il y a des gens aujourd'hui qui disent à Kabila que c'est pas bon de toucher à la Constitution, qu'il faille changer de route, ils sont chassés. Tu ne savais pas cet acte? Toi, tu vois seulement quelqu'un qui était malade, qui dit que je ne peux plus continuer parce que je suis malade. Là, toi, tu salues l'acte. Et ceux qui ont le pouvoir, ils disent nous déposons. Ils disent le dialogue. Est-ce accepter, non, ça c'est la question que je pose peut-être à qui. Accepter le côté négatif, le bilan négatif. Parce qu'ils ont géré ensemble. Justement. Est-ce qu'ils vont accepter ça? La population, il est aujourd'hui évident que nous sommes vraiment à la fin. Kabila n'est pas le seul. Kabila n'a pas été géré seul. Qui nous parle de la croissance économique tous les jours? C'est Matata Ponyo, quelqu'un qui énerve les Congolais, quelqu'un qui a baissé le taux de popularité de Kabila, parce qu'il nous parle d'une croissance économique que toi et moi savons que c'est du pipeau, que Matata nous allons terminer vraiment. Arrête un peu leur guéguerre, parce que le chef de l'État n'en a rien à faire. Cette situation, une pétition contre Minakou, quelqu'un de Maniema avec Matata, on comprend, suivez mon regard, ça fragilise la majorité. Président, la majorité vraiment, merci Peter. Vraiment, nous sommes à la fin, en quelques minutes. Oui, le bilan, ils ne veulent pas porter le bilan négatif de la majorité aujourd'hui. Ils veulent se blanchir un tout, vraiment quelques poussées. Je pense qu'ils devraient accepter, avec toute modestie, dire oui, nous avons été dans ça, et voilà, nous en sortons, mais maintenant, nous reconnaissons notre responsabilité. Rendront-ils le bien pris, Là encore, c'est une autre question. On sait que bon, ils ont déjà démissionné, c'est un pas. Le deuxième pas, bon, maintenant, on ne sait pas. Mais voilà, c'est justement une conscience morale qui doit aussi... Parce que vous savez que l'opposition au Congo, nous savons comment l'opposition a beaucoup souffert. Donc voilà, maintenant on a une certaine opposition qui apparaît avec bourgeoise, avec je voulais passer non, nous sommes à la fin, madame. Moi je refuse, moi je dis non à la politique de spectacle. Je reste sous mes gardes, je reste sceptique. Il doit convaincre le peuple et c'est pas dans un espace de 2-3 semaines. Si on doit le voir. La même chose, le respect de la Constitution. Voilà, mesdames et messieurs. Merci. Si nous disons la même chose, alors c'est ça. Ils sont capables de revenir. Le Congolais a besoin du changement. Nous parlons souvent des autres, mesdames et messieurs, mais nous allons terminer aujourd'hui Web Presse en parlant un peu de nous, parce que comme vous le savez, ces derniers temps, Congo Web et quelques chaînes de télévision émettant à Kinshasa rencontrent d'énormes difficultés dans leur fonctionnement. Comme vous le savez, les comptes de Congo Web Télévision ont été saisis d'une façon, comme on dit, d'une façon conservatoire. Et je vous précise que d'ici là, nous ne sommes pas encore payés. Nous travaillons bénévolement, mais comme c'est la passion, nous sommes là. Voilà. Donc, nous allons essayer de décortiquer un peu, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe entre les chaînes de télévision et la direction générale, la DGRAD. Alors, Peter Tiani, c'est vrai qu'il faut payer des taxes en République démocratique du Congo, mais trop de taxes tue le taxe, comme on dit. Merci beaucoup, madame, sur votre introduction-là, quand vous introduisez ce sujet qui m'intéresse beaucoup. Nous avons toujours l'habitude de parler des autres. Nous parlons très souvent peu de nous. D'abord, avant d'arriver au problème de taxes, moi, je me suis toujours posé la question de savoir ce qui se passe dans mon pays quand nous payons des vignettes, nous payons des patentes. Cet argent, très souvent, sert à quoi? Récemment, j'avais appris que quand on a voulu commencer les recouvrements forcés des vignettes, on était un peu sur les qui-vive, et puis j'ai entendu le gouverneur de la ville dire qu'on nous laisse un peu tranquille pour la rentrée scolaire, et puis on va nous récupérer après. Mais la grande question, c'est que cet argent sert à quoi? Revenons par rapport à ce que vous dites. Moi, j'étais quand même un peu stupéfait, sidéré une fois, quand le ministre de PT antique de l'époque, Kinikie Moulumba, le professeur, éminent professeur, qui avait sorti cette redevance d'environ 24 000 $, si je ne me trompe, qu'il fallait payer. À l'époque, on avait suivi religieusement le dossier. C'est aujourd'hui où j'aurais, comme vous le dites, appris selon mes sources que il y a certaines chaînes qui sont sur la Solette, notamment Congo Web. Il y a même des comptes qui ont été gelés. Alors, plusieurs questions.
Première question, comment doit-on nous comporter envers des investisseurs ici au Congo? Quelqu'un qui investit dans son pays. Dans le doing business, je ne sais pas aujourd'hui nous sommes quantième. Mais l'environnement économique veut que si l'environnement est viable, vous avez des investisseurs qui vont créer des emplois, les gens vont être employés. Vous avez un individu, pas avec l'argent du pouvoir, pas avec l'argent de la corruption, avec ses petits moyens. Il commence par créer des agences de production, jusqu'aujourd'hui avoir une chaîne comme Congo Web, où il engage plusieurs personnes. À travers Congo Web, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui boivent. Si vous avez 50 agents ici, faites fois 20, parce que chaque personne, vous aurez un minimum à 20 personnes, la famille va dépendre de l'année. Ça reste 70 fois 20. Tu as combien de gens? Pourquoi je dis ça? Parce que quand on commence ces histoires de redevance comme ça, il vous souviendra de la TNT. Ici, il y a peu, on a commencé TNT, il fallait fermer des chaînes. Et puis après, le dossier a été un peu mis au frigo, qui va revenir après. Congo Web a été secoué dans cette affaire. Aujourd'hui, le dossier revient, Congo Web est encore secoué. J'étais récemment à Canal Kin. Moi, j'ai toujours été avec Eliezer de RLTV. J'étais avec nos confrères de Canal Futur. Je ne veux pas vous dire ici comment les gens vivent. Vous et moi savons que le journaliste vit comment. Peu de chaînes de télévision dans mon pays payent. C'est à compter du bout de doigt. Vraiment du bout de doigt. Notamment Congo Web. Les chaînes qui payent à la fin du mois, que nous savons. En tout cas, l'équipe CTT. Donc Congo Web. Lorsqu'il y a cet que moi j'appelle acharnement, ça pose problème. Le ministre Kinke avait commencé cette histoire, nous l'avons suivi. Mais ce qui dérange, c'est quoi? Moi, j'ai appris qu'aujourd'hui, le ministre Kinke continue à dire son histoire de Kabila Toton Dioté. Vous voyez, même tantôt, John était en train de parler des frondeurs et il disait qu'il devait rendre des comptes. Quelque part aussi, j'avais dit que j'étais tout à fait d'accord qu'il faut rendre des comptes, mais je soutenais l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, demain, il va devenir frondeur. Mais il met Kabila dans une situation très difficile. Le chômage pose problème dans ce pays. Un taux de chômage très élevé. Lorsque vous torpillez les investisseurs comme ça, qui le fait? C'est un ministre. Un ministre qui était avec Mobutu. Qui a dit à Mobutu, qui nous a dit ici, Mobutu est allé au Guado, il revient jeudi. Et puis après, vous avez bonne souvenance. Il prend le premier canon pour Brazza. Il se retrouve dans la rébellion. Il combat Moselle Laurent de Kabila. Aujourd'hui, il est adepte de Kabila. 100% Kabila, c'est lui. Pire, il nous emmène des taxes. Il nous a emmené la fibre optique. Aujourd'hui, il est allé faire appuyer Kabila un bouton. Là-bas, moi, je ne sais pas où, la fibre optique, chercher la fibre optique, jusqu'aujourd'hui, nulle part. Personne ne rend de compte. On a dit qu'on est allé chercher des câbles qui n'étaient pas... Des câbles souterrains qui devaient être aériens, c'est compliqué. Et je vous informe, madame, c'est grâce aux médias que la même personne a voulu faire passer nos SIM qu'on achète à 500 francs, devait passer à 50 $. Un fonctionnaire gagne combien? Un policier avec 60 000 francs va acheter une SIM à 50 $. Aujourd'hui, on nous informe que par rapport aux arrêtés, un arrêté abrogé, qu'on est en train de taxer le chaîne de télévision. Nous sommes où? Dans un pays où un ministre signe quelque chose. Bon, là, je félicite quand même le chef de l'État, parce qu'après Kabila Toton Dioté, les fibres optiques et les SIM, c'est maintenant le ministère en relation avec le Parlement, ou les bureaux, je ne sais pas, moi, vous connaissez les bureaux. Moi, je ne connais pas où sont les bureaux. Je crois que c'est à côté du ministère du Plan. Moi, je ne connais pas là si où sont les trompe bureaux. Je l'ai aperçu. J'aurais appris que c'est à l'Assemblée nationale. C'est à l'Assemblée nationale? Moi, je ne connais pas le bureau. Bref, c'est là que Kabila a démontré que moi, je ne suis pas friand de ce genre de choses. Aujourd'hui, une chaîne comme Congo Web, une société qui a engagé des confrères. Je vous ai dit, madame, faites un tour à Canal Kin. Faites un tour à RLTV. Vous n'allez pas supporter. Donc, quand quelqu'un se comporte comme ça, j'en appelle aux professionnels des médias. Il s'agit d'un confrère journaliste. Malheureusement, le Congolais est un loup pour le Congolais. Le journaliste est un loup pour le journaliste. C'est un journaliste qui va torpiller le journaliste. Aujourd'hui, les confrères sont en situation difficile. Et ici à Congo Web, vous nous avez invité, quand j'étais en train de parler, si j'ai évoqué ça, effleuré, heureusement que vous êtes inspiré, j'ose croire, par le Saint-Esprit, pour mettre sur la sellette cette question. Il est très important qu'aujourd'hui, nous puissions nous liguer pour dire non. J'ai entendu que les chaînes, il y a des Télé 50, Digital, Congo Web et d'autres. Bon, moi je ne suis pas très friand des Télé 50 et les autres, ils peuvent faire des arrangements, parce que la majorité entre eux, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais pour Congo Web quand même, moi j'ai un journal, le vrai journal. Madame, si vous rencontrez mes collaborateurs journalistes, ils vous diront une seule chose. On s'est vu avec Élisée Odia, je cite, dans un reportage, l'homme politique a dit, il dit à Élisée, Peter m'a dit qu'il a un journal,
Mais le concurrent pour lui, c'est le journal de Congo Web, qui est le meilleur journal télévisé suivi au Congo. Le Congolais ont besoin de l'information. Regardez ce qui se passe à la RTNC, où vous avez des choses à dormir debout, excusez-moi. Regardez ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens qui ont mené les dépravations de mœurs à la télévision. Vous avez aujourd'hui une chaîne qui vous emmène la vraie information. Ce n'est pas parce que je suis ici que je le dis. Aujourd'hui, on est en train de torpiller cette chaîne. Alors nous allons nous battre, madame. Les journalistes doivent apprendre Mike Mukebai. Il est en prison, il est sorti. Hein. La mort, la prison, c'est le parcours du combattant qui compte. Il n'y a pas de super-homme dans ces pays. Nous sommes tous des Congolais. Il ne faudrait pas qu'un Congolais vienne ici, 150 000 $, et où tapis. On a bloqué des comptes. On est même allé jusqu'à écrire aux annonceurs. Mais on est animé par quoi? Pour qu'il y ait infraction, il y a 3 éléments. L'élément matériel, l'élément légal et l'élément intentionnel. L'intention d'avoir écrit aux annonceurs et de bloquer des comptes, c'est quoi l'intention? Jacques, c'est ça l'intention. Nous, on le dit sans fausse honte, on n'est pas encore payé, nos comptes sont gelés. Ben, nous travaillons par passion parce que, comme l'a dit si bien Peter Tiani, rester à la maison, ça sert à quoi? Ben, on travaille et on se bat en toute légalité. Nous sommes en justice. Congo Web est en justice pour, en tout cas, établir la justice et nous avons confiance en notre justice. Alors, un ministre qui abroge un arrêté, mais on passe outre. Ça, c'est pas je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que c'est ça, d'abord, qui montre que chez nous, en RDC, nous avons un problème, un sérieux problème de leadership et un sérieux problème de gouvernance. Parce qu'on assiste à ce que nous appelons État policier, où l'État ne donne presque rien à ses administrés, mais l'État veut prendre tout de ses administrés. Il faut juste circuler dans la ville et aller voir une maman qui installe sa petite table parce qu'elle a des enfants qu'elle doit nourrir, parce qu'elle a des enfants qu'elle doit envoyer à l'école et ne bénéficiant d'aucun soutien de son gouvernement. Mais il faut voir comment cette maman est pourchassée dans la ville par les policiers qui lui interdisent le droit de pouvoir nourrir ses enfants. Et donc, à partir du moment où nous avons un problème de chômage accru dans ce pays, il y a des chaînes de télévision qui créent de l'emploi avec des fonds propres qui ne viennent pas du gouvernement. Quel est ce ministre aujourd'hui qui peut venir à la télévision et nous dire que moi, en tant que ministre de, je ne sais pas moi, de l'information ou de PT ou de quoi que ce soit, j'ai alloué tel budget à des chaînes de télévision? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un seul qui peut le faire. Bien que cela a été décidé, mais quelle est cette chaîne de télévision qui peut passer aujourd'hui et dire nous avons reçu de l'argent du gouvernement? Aucun. Mais il crée de l'emploi, il donne du travail à des gens qui demain devraient être dans la rue. Et maintenant, nous avons l'État qui est derrière ces structures-là pour prendre tout ce que ces gens peuvent faire comme argent et pour payer à ces gens-là. Imaginez que Congo Web TV va fermer aujourd'hui et d'autres chaînes de la place de même façon. Vous avez compté le nombre de chômeurs que nous allons ajouter à ce que nous avons déjà? Nous parlons de croissance. Croissance. Mais cette croissance-là, dans les faits, elle ressemble à quoi? On peut la palper dans les faits. On a vu la lettre. Je vais vous la lire parce que nous aimons dire tout haut, en tout cas, c'est que sur quoi nous débattons. Donc, c'est la lettre, l'accusé réception de la lettre du Premier ministre, son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, me charge d'accuser réception de votre lettre sans référence relative aux taxes et redevances dans l'État par la presse privée, de vous en remercier. À cet effet, vous informe que l'arrêté interministériel numéro 006/CAB/MIN/PTT/2009 et numéro 072 CAB/MIN/Finance/2009 modifiant et complétant l'arrêté interministériel numéro 005/CAB/MIN/PTT/2005 et numéro 110 CAB/MIN/Finance/2005 du 29 juillet 2005 que vous contestez a été abrogé par celui-ci, numéro CAB/MIN/PTNTIC/059/2014 et numéro CAB
mine, finance, 2014, 109 du 5 juillet 2014 portant fixation des taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des PT-Antique. Il vous demande de vous approprier ce nouvel arrêté interministériel, d'en assurer une large diffusion auprès de vos affiliés avant d'envisager une quelconque démarche auprès du ministère des Finances qui, du reste, de concert avec le ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, a tenu compte de vos préoccupations en abrogeant l'ancien arrêté interministériel sus évoqué. Veuillez agréer, monsieur, l'expression parfaite de ma considération. Voilà, Jacquini, John Lingila, je sais que vous sillonnez le couloir de ce ministère, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas respect de la hiérarchie. On écrit une lettre pour abroger, mais ça continue, la guerre continue, on confisque nos comptes, on gèle nos comptes, nous ne sommes pas payés, mais pourtant, les preuves sont là, on paye nos redevances annuelles, nos taxes sont payées, nous sommes des citoyens, nous payons nos taxes. Je voulais rappeler à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre chaque jeudi et samedi sur Congo Web, à la présentation du journal. Je voulais rappeler également à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre quand je présente Table Ronde chaque jeudi à 21h et vendredi à 11h, que ça fait 3 mois que je ne suis pas payé. Ça fait 3 mois. Et même ma femme, je vous dis là, ça vous fait rire, même ma femme ne me comprenait pas. J'étais l'homme le plus heureux quand j'ai vu mon patron prendre le courage, contrairement à d'autres, pour amener cette affaire au niveau de la justice. Et nous sommes allés couvrir cet élément. Le jour où les reportages passaient, et parce que dans le reportage, on a signifié qu'on a fait 3 mois dans l'impayement. Je suis rentré à la maison, j'ai demandé à madame, est-ce que tu as suivi le journal? Elle m'a dit non. Je l'ai réveillée à 2 h du matin pour qu'on suive la rediffusion ensemble. Finalement, elle a compris, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Il est vrai qu'au départ, c'est l'homme qu'on nous a présenté avec toutes ses erreurs et sa facette de trahison qu'il a fait à l'époque, parce qu'il a été porte-parole. Aujourd'hui, je donne un exemple. Lambert Mende, c'est le porte-parole du gouvernement. On peut ou ne pas dire il est kabyliste ou pas. Mais 10 ans après, si on voit Mende revenir dire qu'il n'est pas kabyliste, ça va étonner tout le monde, même le petit chat. Et Kinke Moulumba n'a pas eu honte ni peur de dire publiquement qu'il n'a jamais été moboutiste. Ce qui est regrettable. Si Mobutu récite aujourd'hui, je crois qu'il ne serait plus au Congo. Il va fuir. Il a induit l'État congolais en erreur. Kinke Moulumba. Avec des montants exorbitants qui n'existent pas. Lui-même sait que les médias ne seront pas en mesure de payer ces montants-là. Il le sait. Mais pourquoi il l'a fait par mauvaise foi? Heureusement que le chef de l'État est dans le maniement. Peut-être les autres n'ont pas compris l'action du chef. Je salue le courage du Premier ministre parce qu'il a été saisi par le patron de presse pour poser ses problèmes. Et on lui a présenté les faits, il a compris. Il a interpellé les messieurs. Qu'est-ce qui se passe? Je parie qu'il n'avait pas d'argument. Un peu quand il voulait se rébuffer, quand il a fixé le montant de 6 à 50 $. Et le Premier ministre a joué au sapeur-pompier. Il a demandé à la même personne de prendre l'arrêté pour annuler, abroger. C'est ce qui a été fait. Mais 1 année, 2 années après, on revient encore sur la même chose. Je me dis, attends, la continuité du pouvoir n'existe-t-il pas au Congo? Je ne sais pas. Je sais que l'actuel ministre, vice-premier ministre de PT-Antique, Thomas Louaka, Canal qui est une télévision. Non seulement Canal, il a géré plus de 26 chaînes de Bemba. 26? Je vous dis, de chaînes communautaires, de radios communautaires. Posez-lui la question. Thomas Louaka fut patron de presse de plus de 26 chaînes de télévision, de radios communautaires. Lui-même, il est conscient qu'aujourd'hui, même pas une radio, même pas une chaîne, même des chaînes subventionnées par l'État ou par le pouvoir aujourd'hui, ne sera en mesure de payer cet argent. Mais comment il peut autoriser, laisser passer une telle erreur? Moi, j'ai confiance à son intelligence. C'est le fruit de la presse, Thomas Louaka. Il fait quand même partie des stocks des compétences de la RDC, quand même. Mais il a produit un fameux magazine, je connais le Congo. Ça passe pas chez lui, dans son salon, non. C'est à travers le média que ça passe. Quand il vulgarise ses connaissances sur le Congo, ça passe où? C'est pas sur son compte Facebook, hein? Non. Ni dans son cabinet. C'est à travers le média. Et qu'est-ce que lui fait de média au retour? Parce que vous venez profiter, nous, on n'est pas à vos marchepieds de Dieu. Mais vous venez profiter de nous.
nous écrivons de français pour vous propulser. Et quand on vous connaît, quand on doit vous donner des responsabilités, vous marchez sur nous, pour ne pas dire nos intérêts. Vous ne nous regardez pas. Imaginez, moi, je suis un père de famille, j'ai des enfants. Au-delà de mes enfants, j'ai des responsabilités. La famille, elle est là. Nous qui passons à la télévision, on croit qu'on a des milliers. Hein. Si 3 mois impayés. Vous pouvez imaginer. 3 mois impayés. Bientôt, mon bailleur, je serai à la porte. Parce que j'ai même violé le contrat de bail. Je suis incapable. Permettez-moi de le dire, en tout cas, je suis désolé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je voulais interpeller d'abord le vice-premier ministre, l'actuel. Il doit réunir tous les éléments qu'il faut, prendre le courage de faire appliquer la décision du Premier ministre, la lettre, elle est là. Et aussi, la personne qui est à la base de cette confusion aujourd'hui. Moi, je crois que le chef de l'État, autant on a pris le courage de le faire vis-à-vis de G7, autant aussi, il faut se débarrasser. Parce que moi, je préfère me débarrasser de premiers traîtres. Mais le tout dernier, quand je m'en débarrasse, c'est la mort. Comme Mobutu s'est débarrassé de lui, c'était quoi? C'était le déclin, c'était grave. Oui, pour conclure, même s'il faut conclure, mais c'est très important parce que la technique doit comprendre qu'il y va même de l'avenir de leur travail. Hein. Ce que je voulais ajouter aussi pour finir, il ne faudrait pas ici que nous puissions donner l'impression, j'ai bien entendu John, mais que l'impression que c'est une fatalité. Non, moi je connais Gabriel Chabani Lissassi, président de Congo Web, patron de Congo Web, très déterminé à défendre nos droits. À travers ce mea culpa, les Congolais doivent savoir que le Congolais doivent apprendre à défendre leurs droits. Il s'agit de nos droits, nous allons les défendre. Et Congo Web ne sera pas seul. John Lungila, madame, vous faites un grand travail. Normalement, il faudrait qu'il y ait des subventions. Il y a, entre guillemets, des millions de dollars. Et ça, wapi. Cet argent-là ne peut pas servir à nous aider à payer ces genres de choses. Ou cet argent, ils mettent ça d'abord. Où cet argent? Bref. Donc, ceux qui nous suivent doivent savoir que il n'y a pas de fatalité ici. C'est une situation qui est arrivée. Et cette situation, lorsqu'on est du côté de la vérité, lorsqu'on est du côté de la raison, il y a toujours du bon. Gabriel Chabani va se battre. Il ne va pas être seul. Il va compter avec tous les journalistes qui croient à un changement de ce pays, qui croient à la vérité et à la justice de notre pays. Nous sommes à la fin, nous sommes à la fin. Très important. Je voulais ajouter quelque chose. Vraiment. En une minute. J'étais le samedi avec un confrère. Il est d'une chaîne de télévision aussi proche par rapport à la ligne éditoriale. Il a suivi l'élément. Il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes trop dans l'opposition? Moi je dis ça n'a rien à voir. Par rapport à ce que nous disons aujourd'hui, c'est un problème qui touche beaucoup de chaînes de télévision. Congo Web n'est pas l'unique chaîne. Mais il est vrai que Congo Web se met dans le droit de réclamer ce droit, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on n'est pas subventionné. Mais Congo Web, même si vous suivez le journal, même si vous suivez d'autres émissions, on respecte ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, ça n'a rien à voir. Le chef de l'État n'a rien à voir. Le Premier ministre n'a rien à voir. C'est Kinké Moulomba qui a induit les gens en erreur et les autres doivent comprendre l'erreur et porter des corrections. Point barre. J'aimerais, moi, pour terminer, en appeler au ministre actuel de PTNTIC, Thomas Louaka. Oh, ça c'est un cas. Il lui revient, donc maintenant qu'il est sur ce poste-là, de pouvoir justement régler ce problème. Parce que quand il ne sera pas là, il aura besoin de nous. Hein. Et moi, on appelait au chef de l'État de connaître ses vrais alliés. Lambert Mende fait un grand travail. Lambert Mende passe à la limite pour l'ennemi de tout le monde, pour Joseph Kabila. Pourquoi des gens comme ça, vous ne pouvez pas leur promouvoir que de pouvoir promouvoir des gens qui vous rendent la tâche difficile, qui font du mal à la population en nous parlant de croissance qui n'existe pas, chef de l'État. Il y a des gens qui vous aiment, qui sont autour de vous, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Les Lambert Mende, vous pouvez élevez-leur. Vraiment, pour moi, c'est des gens qui méritent du côté de Kabila. Pas des gens qui vous enfoncent davantage. Et demain, ils vont encore devenir les G8. Voilà, mesdames et messieurs, c'était vraiment passionnant l'émission d'aujourd'hui parce que les intelligences et les compétences de mon pays ont parlé. Donc, nous avons passé quelques temps avec Peter Tani, DG du Vrai Journal. Découvrez-le. Hein. Il est passé pour la première fois dans cette émission. Je ne crois pas que ça sera la dernière. Des telles intelligences, ça me fait toujours plaisir parce que là, mon cerveau fonctionne à 10 000 à l'heure parce que vous devez trouver les questions et
pour reposer ensuite. Merci de m'apporter aussi un plus dans cette émission. Merci à Jacquini, hein, qui est notre œil à l'étranger. Vous avez vu comment c'est un peu difficile pour la Belgique de gérer. On a compris la Belgique. Hein. Dans le Congo et la Belgique, c'est la même chose. Ils nous ont apporté leurs problèmes ici. Voilà, un petit pays avec beaucoup de problèmes et un grand pays avec beaucoup de problèmes. La Belgique et le Congo, c'est la même chose. Et nous allons terminer avec John Lungila. S'il vous plaît, John Lungila qui est franc, qui ne donne pas de cadeaux au G7, qui dit qu'ils doivent prouver qu'ils sont dans l'opposition. L'opposition n'est pas une blanchisserie, et même si c'est une opposition bourgeoise selon lui, ben il assume ses propos. Voilà, c'est ça Web Presse, la liberté de ton et d'expression que nous garantit Congo Web Télévision. Merci donc à notre président Gabriel Chabani qui nous permet cette liberté de ton. C'est un acquis de la Constitution congolaise. Merci à toute l'équipe technique et nous nous retrouverons sur les réseaux sociaux bien sûr, Facebook, Twitter, Instagram et ailleurs. Et à la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.